la délinquance juvénile, le gouvernement annonce la création de centres de formation civique et citoyenne pour 300 microbes. Autre décision, la date des examens concours à grand tirage, date connue depuis hier au cours du Conseil des ministres. À New York, c'est le sida qui préoccupe près de 193 pays membres des Nations Unies. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU SIDA, a plaidé pour la cause des enfants vivant avec le VIH en Afrique. L'armée tchadienne a dépêché 2000 hommes au Niger en prévision d'une contre-offensive à Bosso, ville tombée ce week-end aux mains de Boko Haram. Bonjour à tous. La date des examens du CFE, du BEPC et du baccalauréat connue depuis hier. Le gouvernement a pris également d'importantes mesures pour la réinsertion des jeunes vulnérables. Il annonce la création de centres de formation civique et citoyenne pour 300 jeunes vulnérables. Plusieurs autres projets ont été passés en revue, notamment la construction de plusieurs infrastructures économiques et éducatives. La synthèse du Conseil des ministres d'hier avec Viviane Aimé. Plusieurs projets inscrits au programme du gouvernement pourront entrer bientôt dans leur phase d'exécution. Le Conseil des ministres, réuni mercredi après-midi au palais présidentiel, en présence du chef de l'État, a donné le feu vert pour leur mise en œuvre. Il s'agit de la construction de plusieurs lycées de jeunes filles avec internat, un projet cher au gouvernement pour mettre fin aux grossesses des filles en milieu scolaire et promouvoir leur accès à l'éducation. Il s'agit de la construction et l'équipement de 5 lycées de jeunes filles avec internat à Abidjan, dans le quartier d'Abobo en particulier, à Dembokro, Bondoukou, San Pedro et Odiéné. Il s'agit aussi de la construction des tronçons de route Toulepleu-Zouaounien, long de 45 km, et Séguéla-Mankono, long de 55 km. Il s'agit encore de la construction d'un lycée de formation professionnelle au métier de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques à Zouaounien, qui aura une capacité de 500 élèves. Ce sont au total 100 milliards qui sont dégagés pour réaliser tous ces projets. L'État de Côte d'Ivoire bénéficie du financement de la Banque islamique de développement. Par ailleurs, au terme de l'année scolaire, le Conseil des ministres a fixé la date des examens à grand tirage. Le calendrier du déroulement des différents examens et concours à grand tirage, à savoir le CEPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, le brevet d'études du premier cycle, le BEPC, et le baccalauréat, session 2016, est arrêté comme suit. Mardi 14 juin, donc épreuve écrite du CEPE. Mercredi 15 au samedi 18 juin 2016, épreuve orale et pratique du BEPC. Lundi 20 au vendredi 24 juin, épreuve écrite du BEPC. Mardi 28 au vendredi 8 juillet, épreuve orale et pratique du baccalauréat. Du lundi 11 au vendredi 15 juillet, épreuve écrite du baccalauréat. Donc la fin de la session est prévue le vendredi 29 juillet 2016 avec la proclamation des résultats du baccalauréat sur toute l'étendue du territoire national. Un phénomène social que le gouvernement veut traiter certes par la répression, mais également par la resocialisation. C'est le phénomène des microbes, ces enfants de la rue qui s'adonnent à des actes d'agression et de vol. Le gouvernement a décidé de financer un projet d'insertion de ces jeunes délinquants. Ce projet permettra de donner une formation qualifiante à ces jeunes, d'accompagner leur insertion professionnelle à travers la formation civique et citoyenne et permettre leur inclusion dans la société. L'opération se déroulera dans les centres de formation civique et citoyenne de Guiglo et de Sassandra pour une cible de jeunes estimée à environ 300. En outre, toujours dans le souci de promouvoir l'emploi des jeunes, le gouvernement a décidé la création d'un répertoire des compétences jeunes qui sera une base de données sur les compétences des jeunes. De ce fait, tous les jeunes Ivoiriens sont invités à s'y inscrire. Juste avant le Conseil des ministres, le chef de l'État a rencontré hier les rois, chefs traditionnels et guides religieux. L'objectif était de recueillir leurs propositions en vue de l'élaboration de la Constitution de la Troisième République. Viviane Aimé.
Après les premières consultations démarrées mardi au palais présidentiel par le président de la République Alassane Ouattara avec l'opposition politique en vue de recueillir ses propositions dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle constitution, le tour est revenu ce mercredi au roi chef traditionnel et représentant des confessions religieuses en Côte d'Ivoire d'être reçu au palais présidentiel pour un échange avec le président de la République, toujours dans le cadre de la préparation de la nouvelle constitution. Après que le ministre d'État chargé du dialogue politique et des relations avec les institutions ait situé le cadre de la rencontre, le président de la République a introduit les échanges. J'ai initié cette rencontre afin de partager avec vous mes réflexions sur la mise en place de la Constitution de la Troisième République. En effet, j'ai procédé le mardi 31 mai à la mise en place d'un comité d'experts présidé par le président Ouraga Obou, celui-là même qui a présidé la sous-commission Constitution à l'occasion des travaux de la commission consultative constitutionnelle électorale. Et le vendredi 4 juin dernier, j'ai eu l'occasion d'informer le gouvernement sur les grandes orientations que j'envisageais de proposer par rapport à cette nouvelle constitution. J'ai eu l'occasion de recevoir les partis politiques de l'opposition. La semaine prochaine, je recevrai les partis membres du RHDP. Et demain, je rencontrerai la société civile, y compris les mouvements de jeunes et de femmes. Alors, évidemment, ces rencontres ont pour objet d'enrichir notre réflexion et de prendre en compte vos avis, vos observations pour les verser au comité d'experts qui nous proposera un avant-projet de constitution de la Troisième République. Ce document pourra ainsi être étudié par le gouvernement avant d'être envoyé à l'Assemblée nationale pour examen à son tour. Et ensuite, bien sûr, un référendum sera organisé pour savoir si nos concitoyens acceptent de la mise en place de cette Troisième République. Et le calendrier que nous envisageons pour le moment serait de faire cette consultation référendaire en septembre-octobre de cette année. Je rappelle qu'en réalité, cette consultation, ne serait-ce que pour les modifications de la Constitution à la suite de la crise que nous avons vécue, aurait dû avoir lieu depuis 2003. Donc cela fait 13 ans bientôt. Les échanges entre le chef de l'État et les rois chefs traditionnels et représentants des confessions religieuses se sont déroulés à l'écart de la presse. À la fin, les participants ont posé pour une photo de famille avec le chef de l'État. Quelques réactions de participants. D'abord, nous allons commencer par dire qu'à notre avis, dès lors que la Constitution ne prévoit pas de manière formelle les procédures d'élaboration d'une nouvelle Constitution, il ne reste plus que la volonté politique qui va finir par aboutir à l'expression de la volonté du peuple. Et dans ces conditions-là, le président de la République peut, de manière tout à fait valable, prendre l'initiative de l'élaboration d'une nouvelle constitution. S'agissant des conditions d'éligibilité, nous avons pensé qu'il fallait vraiment les simplifier dans l'intérêt de la paix et mettre en avant la nationalité. Donc permettre à tout Ivoirien de naissance de pouvoir briguer la magistrature suprême. Maintenant, s'agissant de nouvelles institutions, nous avons pensé que pour serait judicieux que nous ayons effectivement un poste de vice-président de la République, un Sénat et
que, quelle que soit la valeur qu'on pourrait leur attribuer, que les femmes soient prises en compte, de même que la jeunesse. Voilà un peu, en gros, ce que nous avions dit. Mais s'agissant des conditions d'éligibilité, nous avions aussi dit que le mandat de 5 ans était une bonne période d'exercice du mandat présidentiel, qu'on pourrait retenir 2 mandats successifs. Mais compte tenu de ce que nous souhaitons aussi, que l'âge d'éligibilité soit ramené de 40 ans à 35 ans, il faudrait peut-être pouvoir coupler ça avec la possibilité de tout candidat, si les conditions l'exigent après 2 mandats, de pouvoir briguer un autre mandat. Voilà un peu, en gros, ce que nous avons dit. Et nous avons souhaité naturellement que, à la suite de ce que le président a toujours dit, à savoir qu'il fallait que la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels soit une institution, nous avons souhaité que cela s'inscrive dans la Constitution de manière qu'elle devienne une institution constitutionnelle. Alhamdulillah, nous avons remercié d'abord le président pour le fait qu'il nous a associés, mais comme c'est une concertation, il faut que nous, on essaie de se voir pour collecter les suggestions. Et Inch'Allah, dans un bref délai, nous allons envoyer ça au président parce qu'on ne peut pas dire des choses d'une manière désordonnée, comme c'est des guides religieux. Il faut rentrer d'abord dans la spiritualité, il faut montrer à Dieu, il faut faire des prières pour que les suggestions que nous allons faire soient des bonnes suggestions. Donc pour le moment, nous n'avons pas de décision, mais nous prions pour que ça se passe bien et nous demandons à Allah que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Concernant le groupe des religieux, nous n'avons pas fait de suggestions. Nous voulons procéder comme on procède dans nos coutumes, dans nos traditions. Nous avons écouté, nous allons nous retirer, réfléchir ensemble et puis après faire parvenir les fruits de nos réflexions. Le chef de l'État poursuit donc ses consultations dans le cadre de la réforme constitutionnelle après les rois, chefs traditionnels et les guides religieux hier, mercredi. Aujourd'hui, jeudi, le président Alassane Ouattara échange avec la société civile et les mouvements de jeunes. Le mardi dernier, il avait rencontré les partis politiques. Mais en attendant, à la CEI, on prépare l'opération de révision de la liste électorale qui va débuter le 25 juin prochain. L'opération va durer 1 mois. La commission électorale indépendante a donné l'information hier aux représentants des partis politiques, nous dit Hamza Diaby. C'est confirmé, la révision de la liste électorale cette année aura lieu le 25 juin prochain. La CEI, qui a entamé une vaste campagne d'information et de sensibilisation, l'a annoncé ce mercredi aux partis politiques. Elle durera donc 1 mois, soit du 25 juin au 24 juillet de cette année. Cette phase sera bien entendu suivi de la phase du contentieux, du traitement des requêtes y afférentes et enfin de l'affichage de la liste définitive. Les phases suivantes de la RLE 2015 se dérouleront comme suit. Liste électorale provisoire prévue pour être publiée le 18 août 2016. Du 20 août au 19 septembre, nous allons commencer la phase du contentieux à recueillir et à analyser les différentes réclamations et observations. 10 septembre, 4 octobre. Nous procéderons au traitement informatique des décisions qui auront été prises ou arrêtées par la CEI relativement au contentieux qui aura été fait. Nous finaliserons et validerons la liste électorale définitive le 6 octobre 2016. Ensuite, nous produirons et distribuerons les cartes d'électeurs du 7 au 22 octobre 2016.
Les personnes cibles sont les électeurs figurant déjà sur la liste électorale et qui ont changé de domicile ou qui ont un nouveau patronyme et les nouveaux requérants ou personnes n'étant pas encore inscrites. L'opération 2016 de la révision de la liste électorale a pour objectif d'enrichir la liste électorale 2015 en vue d'augmenter le ratio population nationale, population électorale en âge de voter, apurer la liste des personnes décédées et ajuster la cartographie électorale et les positionnements erronés de certains lieux de vote. 1037 guichets d'enrôlement seront ouverts dans environ 430 localités sur toute l'étendue du territoire. Les pièces requises sont ou la carte nationale d'identité, ou le certificat de nationalité, ou la carte d'électeur pour les Ivoiriens déjà inscrits sur la liste. Dans le domaine de la santé, la première dame Dominique Ouattara, ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique, est à New York pour lever des fonds pour la lutte contre le sida pédiatrique. Sur place, la première dame Dominique Ouattara a réitéré l'engagement de la Côte d'Ivoire pour mettre fin à cette pandémie. Dominique Ouattara a surtout exprimé son combat pour la fin de la transmission du VIH de la mère enceinte à son enfant. Extrait. Mesdames et messieurs, je suis très honorée de prendre la parole devant cette auguste assemblée, au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en ma qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA à l'occasion de cette réunion de haut niveau. Avant tout propos, permettez-moi de vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Cette rencontre est d'une importance capitale pour nos pays, puisqu'elle a pour objectif d'arriver à relever les défis encore existants pour mettre fin à l'épidémie du sida dans le monde. En effet, malgré les progrès notables enregistrés ces dernières années, la pandémie continue de faire d'innombrables victimes, notamment parmi les femmes, les jeunes et les enfants. Il s'agit d'une situation inacceptable qui exige un important investissement en vue d'atteindre l'objectif de l'élimination du sida d'ici à 2030. Monsieur le Président, je voudrais à présent rappeler le fort engagement de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en particulier celui du président Alassane Ouattara, qui a permis d'obtenir des progrès notables dans la lutte contre la pandémie du sida en Côte d'Ivoire. Et c'est à cet effet qu'il a déclaré, et je cite, « Nous devrons aller plus vite sur la question du traitement en Côte d'Ivoire en faisant en sorte que les autres 50% qui ne sont pas encore sous traitement puissent y avoir accès. Pour cela, j'ai décidé d'octroyer des ressources additionnelles. Je souhaiterais que la pérennisation des acquis soit une réalité dans notre pays et dans la sous-région en réduisant considérablement notre dépendance financière vis-à-vis de l'extérieur et en permettant à l'Afrique de produire son médicament. Mesdames et messieurs, avec cet engagement du gouvernement ivoirien, ainsi que le concours des partenaires et de la communauté internationale, notre pays a déjà enregistré des progrès importants en matière de lutte contre le sida, même s'il reste encore beaucoup à faire. En effet, les nouvelles infections à VIH ont diminué de plus de 50%, passant de 52 000 en 2000 à 25 000 en 2014. Pour ce qui est de l'accès au traitement, plus de 150 000 personnes vivant avec le VIH sont sous antirétroviraux. Le pourcentage de femmes enceintes séropositifs qui reçoivent des antirétroviraux a fait un bond significatif, passant de 46% en 2012 à 80% en 2014. En matière de lutte contre la stigmatisation et la discrimination, la Côte d'Ivoire a adopté une loi spécifique pour la protection des personnes vivant avec le VIH-Sida. L'obtention de ces résultats notables a d'ailleurs suscité la réaction de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, qui a déclaré « La Côte d'Ivoire peut être l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à éliminer
la transmission du VIH de la mère à l'enfant avec un peu plus d'effort. Mesdames et messieurs, en ce qui me concerne, j'en appelle à la construction d'un partenariat mondial fort en vue de mettre en œuvre des actions coordonnées et en synergie pour qu'au cours des prochaines années, nous puissions venir à bout de l'épidémie du sida. Je reste en effet convaincue que notre action commune permettra de faciliter un accès équitable au traitement antirétroviral. Cette étape est vitale pour combler le fossé pédiatrique du traitement du VIH et constitue un des piliers de l'objectif de l'ONU-SIDA, à savoir 90% d'enfants dépistés, 90% d'enfants sous traitement, 90% de charges virales supprimées. J'en appelle donc à une mobilisation de tous et à un engagement de chacun pour la recherche de solutions locales, incluant entre autres la production d'antirétroviraux de qualité et accessibles à tous et la mise en place de méthodes innovantes de sensibilisation et de prévention orientées de façon particulière vers la jeunesse. Monsieur le Président, pour terminer, nous espérons que les recommandations de la réunion internationale des ministres de la Santé sur la fin du sida pédiatrique, qui s'est tenue le 10 mai dernier à Abidjan, seront incluses dans la déclaration politique finale. Il s'agit d'une contribution majeure de l'Afrique qui manifeste ainsi son engagement et la grande priorité qu'elle accorde au traitement pédiatrique du VIH. Voilà, c'était la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à la tribune des Nations Unies. Elle a dit son combat pour la fin du sida pédiatrique. Ici, le financement des activités des artisans, une préoccupation pour la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Elle vient de signer une convention. La mission de la Chambre des métiers est de contribuer à la promotion et au développement des entreprises de métiers. Issa Yeo et Abou Sanogo. Le secteur informel éprouve d'énormes difficultés pour se faire accompagner par les institutions financières classiques. La Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire envisage de trouver une solution à cette situation. Elle vient donc de signer une convention avec une structure de microfinance. Objectif, encadrer, faire la promotion et développer le secteur de l'artisanat. Pour le directeur de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, Kassoum Bamba, cet accord permettra de définir et d'encadrer les modalités du partenariat entre sa structure et la microfinance. Il s'engage de ce fait à sélectionner et recommander les micro-entreprises ou les petites et moyennes entreprises de ses membres exerçant des activités viables dans les secteurs éligibles au financement de la microfinance. Le directeur général de la microfinance se réjouit de la signature de cette convention. Il affiche sa volonté et sa détermination à aider la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire à sortir ses membres de l'informel par le financement de projets viables. Dans le domaine humanitaire, c'est un chanteur au cœur d'or, Baby Philippe, après une tournée en Europe, vole au secours des populations de Diokwe. L'artiste est allé leur offrir des équipements informatiques et des effets vestimentaires, nous dit Honorine Aingori. Des ordinateurs de bureau, des effets vestimentaires, des manuels scolaires. C'est le don que vient de faire l'artiste Baby Philippe à des groupes scolaires, municipalités et guémons du département de Diokwe. C'est une façon pour l'artiste de contribuer à la bonne éducation des élèves. Tous ces équipements sont le fruit d'une tournée musicale effectuée à Cologne en Allemagne. 9 millions de francs CFA, c'est le montant de ce don qui vient soulager les enseignants et les élèves de ces groupes scolaires de la ville de Diokwe. C'est penser aux gens qui n'ont pas les moyens de se procurer les effets rudimentaires pour apprendre, pour étudier. Plusieurs salles de classe d'une valeur de 15 millions de francs CFA ont été également inaugurées par le parrain Mathieu Vignon-Ouotro dans les villages de Panoulo et d'Ouozon dans le département de Tous-les-Pleux. Je mise beaucoup dans l'éducation parce que je veux que ma région soit émancipée et puis toute la Côte d'Ivoire. Moi-même, je suis enseignant de formation, professeur d'histoire géo. C'est pourquoi j'ai mise dans mon domaine. Les populations ont bénéficié d'un concert gratuit à Diokwe et Tous-les-Pleux de l'artiste Baby Philippe.
Au chapitre éducation, nous sommes pratiquement en fin d'année scolaire. À Korogo, la mairie prône l'école obligatoire à la tenue d'une conférence pour faire le bilan du système scolaire dans la région. Le point avec Thérèse Tapéouboué. Impact socio-économique de la politique de développement de la mairie de Korogo sur les populations dans le cadre de l'émergence. Tel était le thème de la conférence animée par Dr Moustapha Moussa Cissé. Il a révélé au cours de cette conférence les actions concrètes du maire Amadou Gonkoulibaly en faveur des populations, notamment l'opération de 200 personnes de la cataracte, 300 personnes de la hernie inguinale, la distribution de 500 fauteuils roulants et béquilles aux handicapés, le don de 3 ambulances aux structures sanitaires à hauteur de 60 millions de francs CFA. Plusieurs autres sujets ont été abordés au cours de cette conférence, notamment l'école obligatoire prônée par le chef de l'État. Au cours donc de cette conférence, nous avons insisté sur le fait que l'école obligatoire prônée par le président de la République sont une réalité à Korogo. À cet effet, donc, il y a la clinique juridique qui existe pour les enfants qui n'ont pas de naissance. Le ministre, dans sa gestion, déploie régulièrement des fonds sociaux pour que ces enfants puissent partir à l'école, les kits scolaires, les prises en charge. L'occasion a été saisie par Dr Cissé pour inviter la population à souscrire à l'AMU, l'assurance maladie universelle. L'administration du lycée moderne de Dabakala est sans matériel informatique après un cambriolage en décembre dernier. Mais aujourd'hui, l'établissement vient de recevoir un important lot d'équipements informatiques de 5 millions de francs CFA. C'est un don du député de Dabakala. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. 2 ordinateurs complets, une photocopieuse à grand tirage, une imprimante et du matériel de bureau à l'administration du lycée moderne de Dabakala, dont du député de la localité. Cet établissement est sans matériel informatique depuis décembre 2015 suite à un cambriolage. Ce don de plus de 5 millions de francs CFA vient donc assouplir les tâches administratives en cette fin d'année scolaire. Élèves et responsables du lycée ont salué ce geste d'un ancien élève du dit établissement. L'administration préfectorale a pour sa part appelé les cadres élus et anciens élèves de ce lycée à imiter ce geste qui permettra de relever le niveau de l'enseignement. Aboubakari Koulibaly inscrit ce don dans le cadre des actions que les cadres et élus doivent apporter à Dabakala pour la formation de la jeune génération. Le député de Dabakala a exhorté les candidats au BEPC et au baccalauréat à travailler pour de meilleurs résultats. Ce lycée a grandement contribué donc à ma formation. Et si il est en difficulté aujourd'hui pour diverses raisons, donc, fils comme je l'ai dit, nous devons répondre à l'appel. La formation reste notre priorité et celle donc du président de la République. Ouvert en 1977 et érigé en lycée en 1997, le lycée moderne de Dabakala compte à ce jour 2700 élèves. Cet établissement est aussi confronté à des difficultés en matière d'infrastructure. Autre sujet, le combat pour l'autosuffisance de la Côte d'Ivoire en riz s'intensifie après la mise en place des entreprises de services et organisations professionnelles, place au renforcement des capacités de ces structures agricoles. Les entreprises des régions du Poro, Tiologo et Ambol ont reçu 75 millions de francs CFA de subventions, nous dit Léon Bro. La Côte d'Ivoire, pas encore autosuffisante en riz, mais la tendance selon l'Office national de développement de la riziculture est à la baisse des importations. Pour 2015, par exemple, la production nationale de riz se chiffre à 1 400 000 tonnes. Une avancée en partie grâce aux efforts de l'État et du Fonds international de développement agricole. 3 sur les 7 mini-rizeries pour accroître la production de riz sont déjà opérationnelles dans les régions du Ambol, Poro et Tiologo. Ces unités reçoivent ici des subventions pour les équipements électriques et de bureaux, la formation et le fonctionnement. Au total, 75 millions de francs CFA pour renforcer leur capacité. Nous donnons des intrants aux paysans, on retient. Maintenant, le surplus, on n'a pas de moyens pour payer, c'est les gens de dehors qui payent. Je pense qu'avec cet appui, nous pourrons dans l'avenir atteindre nos objectifs. Objectif, autosuffisance du pays en riz à l'horizon 2020. L'ONDR et le Propacom, le projet d'appui à la production agricole et à la commercialisation sont formels. Les riziculteurs doivent faire preuve de bonne gouvernance, l'encadrement étant déjà de mise. Le projet Propacom a apporté l'appui aux ESO pour acheter les fonds PADI
il y a l'OMDR qui va pouvoir assurer aussi la formation de ces ESOP-là. Il y a aussi le CDR qui va les accompagner à la gestion, mais surtout à l'élaboration d'un plan de campagne. Les mini-rizeries sont des unités agricoles pilotées par des entreprises de services et organisations professionnelles, en abrégé ESOP, qui sont elles des fêtières de coopératives de riziculteurs. À leur avènement en 2009, la Côte d'Ivoire produisait 200 000 tonnes de riz. Hors de nos frontières, l'armée tchadienne en renfort au Niger pour traquer Boko Haram. Les premiers soldats tchadiens d'un contingent de 2000 hommes sont arrivés au Niger pour prêter une nouvelle fois main forte à leurs voisins, cible vendredi d'une attaque massive et meurtrière de Boko Haram contre la ville de Bosso au sud-est du pays. Bilan de cette attaque, 26 militaires et 55 éléments de Boko Haram tués. L'attaque a également fait 50 000 déplacés selon l'ONU. Ce 13h a été supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.